Avant de démarrer cette seconde séquence, nous allons reprendre un petit peu les concepts vus dans la première. 380 000 ans après le Big Bang, l'univers est devenu transparent à la lumière. L'univers antérieur apparaît donc comme une coquille opaque, parfaitement absorbante, un corps noir qui émet un rayonnement caractéristique. Ce rayonnement est observé en 1964 par Penzias et Wilson, deux ingénieurs de la Bell Lab, et son origine cosmologique est attestée par le fait que ce rayonnement est le même dans toutes les directions. Il est ce qu'on appelle homogène et isotrope. C'est dans ce sens qu'on l'appelle le fond cosmologique, et on dit fond cosmologique micro-ondes parce qu'il apparaît dans le domaine des ondes micro-ondes à cause du décalage spectral qu'il a subi entre 380 000 ans après le Big Bang et aujourd'hui. Le spectre de rayonnement a été observé et confirmé par le télescope Kobe dans les années 90. Nous allons commencer par tenter de répondre à une question qui est souvent posée aux cosmologues. À partir du moment où l'univers est infini et que nous n'en voyons qu'une partie, est-ce que nous devons prendre en compte les parties de l'univers qui ne nous sont pas accessibles? Alors, je vais apporter plusieurs réponses et vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on pourrait imaginer à premier abord. Premier élément de réponse, quasiment historique, la notion d'horizon et l'horizon pour les Grecs anciens. Alors l'horizon, c'est cette ligne qui apparaît quand vous êtes par exemple en pleine mer ou vous êtes sur une plage et vous regardez la mer. Donc vous voyez l'horizon à une certaine distance. L'horizon joue un rôle très important pour les Grecs parce que c'est ça qui leur a fait comprendre que la Terre était ronde. Effectivement, si vous voyez un bateau qui quitte votre île et qui s'éloigne de vous, à un certain moment, il va disparaître derrière l'horizon, ce qui montre bien que la Terre est ronde. Et donc, vous voyez déjà là que l'horizon vous fait prendre conscience de parties de la Terre, de parties de la surface terrestre, qui sont au-delà de vos capacités d'observation, et pourtant qui existent bien et qui donnent une sorte d'unité à l'univers dans lequel vous vivez. Le deuxième élément de réponse est lié à la causalité. Alors, la causalité joue un rôle très important en cosmologie. C'est simplement le fait qu'il y ait une relation de cause à effet. Alors, on va tout de suite prendre un exemple pour voir ce que ça veut dire. J'ai repris des exemples tirés de ce que nous avons vu dans les semaines précédentes. L'expérience de Galilée sur les plans inclinés pour tester la chute des corps, l'expérience de David Scott sur la Lune pour tester aussi la chute des corps. Il y a évidemment une relation de cause à effet entre ces deux événements-là qui se situent l'un en 1602, l'autre en 1972. Alors on peut établir plusieurs relations de cause à effet, une relation directe, une relation indirecte. Par exemple, Galilée a expérimenté sur beaucoup de choses, a créé la lunette astronomique. La lunette astronomique a permis les grandes découvertes. Et ensuite, les Américains ont voulu découvrir d'autres mondes et entre autres aller sur la Lune. Dernier élément de réponse, la notion d'horizon cosmologique. Alors reprenons l'expérience de Galilée, 1602. Ça veut dire que si l'information a été envoyée dans l'univers, elle a été envoyée il y a donc 413 ans, et donc ça veut dire qu'elle a atteint au plus une région qui fait 413 années-lumière autour de nous. Donc, vous voyez que l'information circule, mais à vitesse finie, au plus à la vitesse de la lumière. A l'inverse, ça veut dire que si notre univers a 14 milliards d'années, eh bien, nous n'avons pu observer, nous n'avons pu recevoir depuis le Big Bang de l'information que d'une partie de l'univers, en gros une sphère qui typiquement a 14 milliards d'années-lumière. Et donc tout ce qui est au-delà de cette sphère est au-delà de notre horizon cosmologique, de la même façon que tout ce qui était au-delà de l'horizon de la mer pour un Grec ancien qui vivait sur son île était inobservé de sa part. L'horizon sur Terre est toujours à la même distance de nous. Par contre, dans un univers en expansion, la taille de l'horizon va évoluer avec le temps. Elle a tendance à augmenter avec le temps. Et donc, si on revient en arrière, si on passe le film à l'envers, on revient vers le passé, au contraire, la taille de l'horizon a tendance à diminuer. Si donc nous regardons les
la lumière qui nous vient du fond cosmologique, de l'époque de la recombinaison de l'hydrogène, eh bien à cette époque-là, la taille de l'horizon était 1000 fois plus petite que la taille de l'horizon cosmologique aujourd'hui. Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, ça correspond à peu près à un angle de vision de 1 degré. Donc ça veut dire que la lumière qui nous vient d'un horizon cosmologique à cette époque-là est à peu près vue sous un angle de 1 degré sur le ciel. Et donc la grande question que se sont posées les astrophysiciens dans les années 80, c'est de se demander pourquoi des photons de la lumière qui arrivent de cette direction-là sous 1 degré ont exactement les mêmes propriétés que des photons qui arrivent de cette lumière-là sous 1 degré. Il y avait une sorte d'inconséquence ici, puisque normalement ces photons ne se seront pas concertés et devraient avoir des propriétés légèrement différentes. Pourquoi est-ce qu'ils ont exactement la même propriété ? Dans les années 80, donc, les théoriciens des particules ont conçu le scénario d'inflation pour essayer de répondre à cette question-là. Dans ce scénario, l'univers, juste après le Big Bang, subit une expansion extrêmement rapide, tellement rapide que certaines régions de l'univers s'éloignent les unes des autres à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Alors vous pensez probablement que cette expansion est donc incompatible avec la relativité. Reprenons un petit peu cette notion d'expansion pour comprendre que c'est tout à fait compatible avec les postulats de la relativité. Nous avons vu la fois dernière que si nous avons deux galaxies qui sont à une certaine distance, à cause de l'expansion de l'univers représentée par le gonflement du ballon, cette distance va augmenter à une vitesse qui est proportionnelle à la distance elle-même. Si la distance est beaucoup plus grande, eh bien la vitesse va être beaucoup plus importante et à un certain moment, la distance est tellement grande que la vitesse dépasse la vitesse de la lumière. Pourtant, ces deux galaxies n'échangent pas de l'information, n'échangent plus d'informations puisque justement elles s'éloignent l'une de l'autre à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Et donc vous voyez sur cet exemple que l'horizon cosmologique, l'horizon qui représente la région avec laquelle nous pouvons échanger des informations, l'horizon cosmologique se laisse distancer par l'expansion de l'univers. Voyons dans le cadre de cette théorie d'inflation comment évolue de façon respective la taille de l'univers observable et la taille de l'horizon causal, c'est-à-dire la taille de la région qui est en relation de cause à effet avec nous-mêmes. Donc j'ai représenté ici l'évolution de l'horizon pendant l'inflation, il est à peu près constant, et puis après il se met à augmenter un petit peu. Par contre, la taille de l'univers observable augmente très violemment pendant l'inflation. Je représenterai l'univers observable par ce point ici, et il augmente significativement pendant la phase d'inflation. Après l'inflation, il va continuer à être en expansion, mais beaucoup plus doucement. Et donc, le fait que nous avions remarqué que dans notre univers observable aujourd'hui, nous avons plusieurs horizons qui correspondent, comme je l'ai dit, à 1 degré sur le ciel, qui semblent disconnectés causalement. Si l'on revient à l'univers primordial, nous voyons que tous les points de l'univers observable étaient dans un seul horizon et donc ont pu, depuis le Big Bang, interagir et échanger de l'information puisqu'ils étaient dans le même horizon. Deux remarques importantes par rapport au scénario de l'inflation. La première, c'est qu'il ne faut pas confondre le Big Bang, qui représente ce que nous ne connaissons pas, avec l'inflation, qui représente une phase de l'évolution de l'univers qui suit le Big Bang. C'est une phase d'expansion extrêmement rapide, mais c'est une phase où nous avons une théorie. La deuxième, c'est que cette phase d'expansion extrêmement rapide va aplanir toutes les traces de courbure de l'espace. Et donc, à la fin de l'inflation, nous terminons avec un espace plat, ce qui ne veut pas dire que l'espace-temps est plat. Nous avons vu qu'il est important dans le cas de la théorie de la relativité générale que l'espace-temps soit courbé, mais on peut imaginer que l'espace-temps est courbé alors que l'espace est plat. Et pour ceci, j'ai pris ce petit exemple d'une feuille de papier roulé. Vous voyez que cette dimension ici est plate, alors qu'une autre dimension est en forme de cercle et donc courbée.
bien, c'est ce qui se passe à la fin de l'inflation. L'espace-temps reste courbé, mais l'espace est plat. C'est une des prédictions de la théorie de l'inflation. En résumé, nous avons vu dans cette séquence le scénario d'inflation, un scénario qui a été proposé pour résoudre le problème de l'horizon causal de notre univers, le fait que tous les éléments, tous les points qui sont dans notre univers observable doivent être reliés causalement, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un rapport de cause à effet entre ces différents points, entre ces différents événements. Ce scénario d'inflation a un certain nombre de propriétés. La plus remarquable d'entre elles est le fait qu'à la fin d'une phase d'inflation, l'univers est spatialement plat.